Cette année, comme à l'accoutumée, et à l'instar de la communauté internationale, nous célébrons la femme. Cette journée, connue sous l'appellation Journée internationale des droits des femmes, a pour thème investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Pour l'histoire, les premières prémices de la Journée internationale des droits des femmes remontent à 1910. Clara Zetkin, une militante socialiste et féministe allemande, est la première à avancer l'idée d'une journée consacrée aux droits des femmes lors d'une réunion de l'Internationale socialiste des femmes de Copenhague. Mais il faut noter que le premier acquis fut alors l'obtention du droit de vote qui motiva la naissance de cette journée. C'est quelques années plus tard, en Russie, que s'imposera cette date qui coïncide avec le début de la Révolution russe en 1917. En effet, éprouvées par les affres de la Première Guerre mondiale, de nombreuses femmes russes manifestèrent dès 1913 à Petrograd pour la Journée internationale des ouvrières et réclamaient du pain et la paix. L'année 1977 marque la consécration officielle de l'événement par l'ONU qui appela tous les États membres à instaurer le 8 mars, Journée internationale des femmes. Plusieurs appellations entre Journée des femmes, Journée de la femme, Journée des droits de la femme ont contribué à entretenir une certaine confusion qui a fini de galvauder un peu le sens de la journée. Donc là, il s'avère de préciser que cette journée est destinée et est consacrée aux droits des femmes et pas autre chose. Malgré les progrès notés dans la lutte contre les inégalités et les discriminations au préjudice des femmes, force est de remarquer qu'il y a encore du chemin à faire pour arriver à une équité acceptable. En guise d'illustration, et selon certaines statistiques, la majorité des personnes pauvres dans le monde sont des femmes. Elles représentent 70% du milliard 200 de personnes qui ont un revenu inférieur à $1. Elles effectuent 66% du travail mondial, selon les statistiques, et produisent 50% de la nourriture mondiale, mais ne perçoivent que 10% des revenus. Elles représentent près de 80% des jeunes dans le monde sans emploi, non scolarisés et sans formation. C'est dire qu'il nous reste encore du progrès à faire pour atteindre l'ODD 8.5 fixé par l'ONU qui consiste d'ici 2030 à, je cite, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal à un travail de valeur égale. Malgré ces chiffres qui nous interpellent, nous tous, hommes et femmes, il faut reconnaître que beaucoup de progrès dans le domaine de la santé ont été accomplis en Afrique particulièrement. Selon la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, entre 2000 et 2020, l'espérance de vie des femmes africaines est passée de 54 ans à 67 ans. Et le taux de mortalité maternelle a baissé de 33%, passant de 788 à 531 décès de mères pour 100 000 naissances vivantes. Au Sénégal, de nombreuses initiatives ont contribué à réduire ces inégalités. On peut citer entre autres la loi sur la parité, votée il y a quelques années, et de nombreux instruments et outils de financement et d'encadrement destinés aux femmes et aux jeunes. Pour notre cas à l'INSET, malgré une relative faible représentation, je précise par là que nous n'avons parmi les pairs qu'une seule enseignante, c'est un symbole,
Et parmi les PATS, nous avons quand même un certain nombre qui assument des responsabilités de haut niveau. Merci beaucoup, Madame Dia. L'enjeu ou bien le défi était de proposer un thème qui cadre avec la thématique générale proposée par ONU Femmes cette année, qui est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Voilà pourquoi nous avons proposé ce thème, lever les contraintes de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal, le rôle de l'investissement sensible au genre. Qu'est-ce que nous proposons de faire dans cette présentation? C'est déjà dans un premier temps de discuter ou bien de rappeler pourquoi est-ce qu'il est important de s'intéresser à l'entrepreneuriat féminin. Parce que nous sommes tous africains et généralement on connaît cette phrase qui dit « la place de la femme, c'est à la cuisine ». Pourquoi alors on doit se réunir aujourd'hui et de dire qu'effectivement il faut promouvoir l'entrepreneuriat féminin? Quelles sont les contraintes qui existent? Parce que si on en parle, c'est parce qu'il existe des difficultés qui sont relativement beaucoup plus importantes que celles des hommes. On ne nie pas que les hommes également font face à des difficultés, mais aujourd'hui, permettez-nous de mettre l'accent sur celles des femmes particulièrement. Quelles sont les solutions existantes? Comme Madame Koulibaly le disait tout à l'heure, et lors de son intervention, on verra qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre, non seulement dans le secteur public, mais également le secteur privé, et même par la communauté internationale. Et enfin, je vais partager avec vous l'expérience du projet que je coordonne actuellement à la banque, qui est une solution que nous pensons innovante pour répondre aux différents défis que nous aurons à discuter. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait faciliter l'entrepreneuriat féminin? Déjà parce que le taux reste relativement très faible. Les données de l'Agence nationale de statistiques montrent que seulement 31% des entreprises créées au Sénégal appartiennent aux femmes. Et d'un point de vue économique, cette faiblesse de la participation des femmes au marché du travail, notamment qu'on parle du salariat ou l'entrepreneuriat, remonte aux travaux du théoricien que nous appelons Gary Becker, en fait, qui, dès le départ, avait dit qu'il faudrait que chaque sexe se spécialise dans le secteur pour lequel il est le plus productif. Et comme la femme a ce rôle reproducteur, qu'elle va porter l'enfant, il s'est avéré logique que c'est la femme, en fait, qui doit se spécialiser dans les tâches domestiques et l'homme doit se spécialiser dans le travail rémunéré et rapporter le salaire qui sera utilisé pour les tâches domestiques. Dans ce cas, pourquoi est-ce que nous parlons d'encourager l'entrepreneuriat féminin? Est-ce juste une question de droits des femmes parce que nous sommes des humains et que nos droits doivent être écoutés? Ou alors d'équité sociale parce qu'en empêchant une femme de faire ce qu'elle veut, c'est un frein ou bien c'est... comment dire, c'est ne pas répondre à ses droits en tant que personne, en tant qu'être humain de la société, ou alors, comme nous aimons le démontrer en économie, y a-t-il un gain économique dans la participation des femmes au marché du travail et notamment dans l'entrepreneuriat? Et c'est ce que nous démontrons. Pourquoi faciliter l'entrepreneuriat féminin? En tant qu'économiste, si je devrais répondre à cela, c'est parce que faciliter l'entrepreneuriat féminin a un gain socio-économique pour nos pays africains. Dans un premier temps, la littérature montre qu'effectivement, les entreprises créées par les femmes permettent la création davantage d'emplois que celles créées par leurs homologues hommes. Bien sûr, il y a toujours des controverses par rapport à cela, mais grâce à cela, en fait, l'entrepreneuriat féminin conduit à réduire le chômage tant pour les hommes que pour les femmes. Et on connaît tous que les taux de chômage relativement élevés dans nos pays restent un souci aussi bien économique que social et politique. Également le PIB, parce qu'en créant l'emploi, en contribuant à la génération de revenus, les entreprises créées par les femmes vont ainsi contribuer de façon globale à l'augmentation de notre produit intérieur brut. Monsieur le directeur, dans son mot d'ouverture, d'ailleurs, faisait référence à cela.
qu'on voit que les femmes contribuent énormément d'économies, mais bénéficient très peu aux revenus qui sont générés. Et également, quelque chose de très intéressant, c'est que les femmes, on se rend compte que lorsque les femmes participent au marché du travail, notamment l'entrepreneuriat, parce que les femmes sont beaucoup plus engagées dans l'entrepreneuriat par rapport au salariat, bien sûr, elles ont tendance à réinvestir une plus grande part de leurs revenus dans l'éducation, la santé et le bien-être de leur communauté comparé aux hommes. Comme je vous disais tantôt, je viens du Cameroun et on avait cette petite blague qu'on dit souvent que lorsqu'un homme, lui, il a son salaire, la première des choses qu'il va, le premier endroit où il va aller pour célébrer, c'est dans un bar où on vend de l'alcool. Et pourtant, la femme, lorsqu'elle aura son revenu, elle, premièrement, va penser à l'éducation des enfants, la nourriture dans le foyer et autres. On voit que c'est vraiment un avantage. Donc, l'entrepreneuriat féminin, après tout, ce n'est pas juste une question de droit ou de faits divers ou de société, mais effectivement, il y a un gain en cela. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait faciliter l'entrepreneuriat féminin? C'est parce qu'en fait, malheureusement, les femmes entrepreneurs font face à de nombreuses contraintes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la contrainte d'investissement, de financement, mais pas seulement. Merci de mettre le téléphone sous silencieux, s'il vous plaît. Allez-y, madame, bonjour. Merci, ça m'a permis de boire un peu d'eau parce que je souffre de la gorge. Donc, c'est parce que, en fait, on va se rendre compte que oui, il y a un problème d'investissement et de financement, mais est-ce que c'est uniquement le problème? La littérature, à nouveau, rappelez-vous que je ne vous parle pas, cette présentation n'est pas mon point de vue personnel, mais je vous fais une synthèse de la littérature qui existe sur la question d'un point de vue économique, parce que je suis économiste. Donc déjà, il existe de nombreuses contraintes structurelles qui limitent les performances des femmes dans l'entrepreneuriat. Et on va se rendre compte de quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a une impression d'intercorrélation, d'interconnexion entre ces différents facteurs, comme un cycle infernal. Parce que déjà, il y a des contraintes liées au genre. De façon, peut-être j'aurais dû commencer par là, on définit le genre comme des préjugés sociaux qui affectent un rôle à un individu à cause de son sexe. De façon basique, tu es une femme, tu ne peux pas être mécanicien parce que les femmes ne font pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le genre. Donc, en fait, il y a des contraintes qui font que malheureusement, comme on dit que la place de la femme, c'est à la cuisine, vous allez voir, dès le bas âge, quand on a des enfants, filles et garçons, j'ai été stupéfaite parce que j'ai eu des amis sénégalais qui me disaient c'est un affront de voir un homme, un jeune garçon aller dans la cuisine. C'est inacceptable. Pourtant, par exemple, moi, puisque j'ai un frère aîné, quand on était tout petit, c'est lui qui faisait la cuisine, qui a aidé notre maman à la cuisine. Mais même là, une fois que nous, les filles, on a grandi, ça a changé drastiquement. Ils n'avaient plus le droit d'aller à la cuisine. Vous voyez qu'ainsi, parce qu'on sait que la femme doit s'occuper des tâches domestiques, la femme doit prendre soin, porter les enfants, en prendre soin, elle aura moins de possibilités d'aller sur le marché du travail rémunéré. Et en fait, vous verrez, c'est cela qui va généralement entraîner une forte représentation des femmes dans le secteur informel. Parce qu'elles vont essayer de voir quand même des activités génératrices de revenus qui leur permettent d'avoir une flexibilité, de pouvoir gérer les tâches domestiques et quand même avoir certains revenus. Parmi les contraintes se pose également la question de la capacité même entrepreneuriale, des compétences. Déjà, pendant plusieurs années, les systèmes éducatifs ici en Afrique ont été remis en cause parce qu'on restait dans un style de formation très théorique au lieu d'insister sur la formation professionnelle. Et même lorsqu'on tendait vers la formation professionnelle, on n'y retrouvait pas véritablement un lien entre la formation et l'expérience réelle en entreprise, comme on voit par exemple à l'étranger avec le système d'alternance. La capacité entrepreneuriale de se dire, on sait tous que
l'entrepreneuriat peut être inné chez certains ou pas, parce que dans le cadre de notre projet, on a fait une enquête très intéressante qui s'intéressait aux capacités intrinsèques des individus. Et on voyait qu'il y avait certaines personnes qui naissaient avec des dotations qui leur permettent d'être facilement entrepreneurs, comme le goût du risque ou bien l'état d'esprit courageux qui fait persévérer face aux différentes difficultés. On sait également que parmi les entrepreneurs, il y a des entrepreneurs de vocation ou entrepreneurs de croissance, comme ma collègue disait tout à l'heure. Des gens qui vont entreprendre parce qu'ils ont une idée, parce qu'ils savent qu'ils ont le potentiel, parce qu'ils ont la vocation de le faire, contrairement à l'entrepreneur de nécessité qui dit « bon, comme je dois avoir de l'argent, même si je ne sais pas comment faire, je vais essayer de vendre quelque chose ou de faire quelque chose pour avoir des revenus. » Il y a cette contrainte-là dont on parlait également de la contrainte du secteur informel. La contrainte d'accès au marché également, parce qu'on s'est rendu compte également que dans nos travaux, c'est bien beau d'avoir du financement, c'est bien beau d'être formé, mais si au bout, vous n'avez pas accès à des clients sur une certaine période et à une certaine quantité, est-ce que vous allez réellement réussir votre projet d'entreprise? La faible productivité également est liée à cela et bien évidemment l'accès au financement parce que n'oublions pas, l'argent reste toujours important. Mais à travers cette présentation en fait et en lien avec le thème de la journée de la femme de cette année, l'idée c'est de dire que oui, il faudrait investir dans les femmes, mais peut-être pas juste il faudrait investir en faveur des femmes, mais peut-être pas juste cet investissement monétaire. Investir dans l'éducation, investir dans le développement de compétences, investir dans l'accompagnement, investir financièrement dans les projets. Mais si on veut parler de l'investissement dans les projets qui reste une limite très importante de l'entrepreneuriat féminin, si on voudrait parler des solutions qui existent actuellement, j'ai proposé un regroupement en 3 parties. Premièrement, les solutions proposées par le public, deuxièmement par le privé lui-même et également par la coopération internationale. De plus en plus, on entend parler d'investissement sensible au genre et également de budgétisation sensible au genre. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de politiques et de programmes qui étaient mis en œuvre avaient des indicateurs qu'on va dire, qui concernent peut-être l'emploi des femmes ou les entreprises des femmes ou le taux d'activité des femmes. Mais derrière cela, en fait, il n'y avait pas une réelle analyse de la dimension genre sectorielle de toutes ces questions et de la prise en compte de cela dans les budgets et les plans d'investissement qui étaient mis en place. C'est pourquoi le constat avait d'ailleurs été fait avec le PSE également et ces dernières années, on en parlait beaucoup, non seulement de la budgétisation sensible aux gens, mais également de la budgétisation orientée sur les résultats. On disait que non seulement il fallait en amont faire cette analyse de disparité entre hommes et femmes, identifier des indicateurs clés qui répondent réellement aux problèmes et que les investissements et les budgets puissent être affectés en fonction des résultats qui sont attendus et non des performances des différentes institutions. Donc, c'est dans ce sens qu'on parle de plus en plus de budgétisation sensible au genre. Et également, même dans le cadre du Sénégal, il y a des programmes spécifiques très intéressants qui sont mis en œuvre. J'avais discuté avec des représentants de la Délégation pour l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. On parlait d'un programme très intéressant qui a été mis en place à dimension nationale pour un accompagnement non seulement technique et financier, qui ciblait réellement les femmes entrepreneurs, que ce soit dans le monde urbain ou rural. Il existe beaucoup d'autres programmes comme ça et ma collègue, Madame Koulibaly, aura l'occasion certainement d'aborder cela, elle les maîtrise mieux que moi. Mais en tant qu'économiste, on se pose toujours la question,
nous reconnaissons les efforts que l'État fait par rapport à cela, parce qu'on l'a démontré, c'est un sujet, c'est une cause très importante. Mais est-ce réellement le rôle de l'État de créer des emplois? Est-ce le rôle de l'État de dire, OK, les femmes sont défavorisées, on va créer des emplois pour les femmes, on va donner de l'argent aux femmes? Est-ce que l'État en a réellement les moyens? Vous savez tous que nos économies sont très endettées et malgré cet endettement, on fait face toujours à une rareté de ressources publiques. Donc, nous y reviendrons, je crois, dans la prochaine slide avec le projet que je coordonne à la banque parce que nous apportons une réponse à cela. Le secteur privé également essaie d'apporter une solution à cette contrainte d'investissement auquel font face les femmes entrepreneurs, notamment par leur entourage déjà. Beaucoup de femmes seront encouragées, appuyées par leurs proches, par les fonds propres et tout. Mais également, de plus en plus, quelque chose que j'ai trouvé de très intéressant, de plus en plus des femmes se réunissent entre elles pour mettre en place des fonds d'investissement destinés aux femmes entrepreneurs. Et j'ai trouvé cela très intéressant. Il y a d'ailleurs le WIC Capital que je suis de très près, qui se réunit aujourd'hui d'ailleurs ici au Sénégal à l'occasion de la journée de la femme, qui le fait. Et c'est très intéressant, mais on va se rendre compte que, par exemple, le WIC, lorsque j'avais écouté leur fondatrice présenter le WIC, elle disait, chaque femme, ce sont des femmes volontaires qui, entre guillemets, ont réussi dans leur secteur financièrement, socialement, et qui décident de mettre leurs fonds propres dans ce fonds en question à hauteur de 5 millions minimum. Et à travers cela, elles vont faire des sélections pour accompagner des entrepreneurs. Mais avec ce type d'initiative, combien d'entrepreneurs femmes seront réellement accompagnés quand on connaît les besoins en termes d'emploi au Sénégal? Quand on connaît que réellement, il faudrait plusieurs milliers d'emplois par an pour pouvoir combler les gaps de chômage. Et par rapport à cela, de plus en plus, la communauté internationale insiste véritablement sur l'investissement sensible au genre. Les bailleurs de fonds généralement appuient les pays de façon, sur le plan financier par deux moyens. Il y a soit les dons, soit les opérations de prêt. Et que ce soit l'un ou l'autre, de plus en plus, l'accent est mis sur la sensibilité au genre afin de s'assurer que l'argent qui sera alloué aux différents États va effectivement permettre à contribuer à la promotion de la création des entreprises dirigées par les femmes. Et il faudrait... Et c'est quelque chose de très important parce que ça, on ne s'en rend souvent pas compte. Mais malheureusement, dans nos pays, on va souvent mettre l'accent, par exemple, sur le développement des infrastructures, l'investissement dans des secteurs qui, malheureusement, n'emploient pas beaucoup de femmes à cause de ces contraintes liées au genre qu'on a vu plus haut. Donc, effectivement, et d'ailleurs, la Commission économique africaine mettait l'accent sur cet investissement sensible au genre, qu'il ne faudrait pas que lorsqu'on parle d'investissement sensible au genre, on se dit que ce sera la solution à tout. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat féminin, non, parce que c'est tout un ensemble. N'oublions pas que précédemment, on avait vu qu'il existe d'autres contraintes auxquelles les femmes font face. Donc, ils insistaient que oui, il faut de l'investissement sensible au genre, mais il faut également adresser de façon intégrée toutes ces contraintes auxquelles font face les femmes, notamment en termes de formation, en termes de marché et bien encore. Et c'est dans ce contexte qu'en fait la Banque africaine de développement a mis ce projet en place que j'ai l'honneur de coordonner pour l'Afrique du Nord actuellement, ce qu'on appelle l'initiative ENA, Entrepreneurship, Innovations and Advice. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est de conceptualiser autour de ce qu'on appelle le défi des 3 S, les problèmes auxquels font face les programmes et politiques publiques tels qu'ils existent actuellement. Ne vous inquiétez pas, c'est la dernière slide.
Donc, on a conceptualisé cela parce qu'on s'est dit, oui, ça fait des années, des décennies qu'on parle des contraintes au travail des femmes, à l'entrepreneuriat des féminins. Et nos gouvernements mettent en place des initiatives tellement exceptionnelles, tellement brillantes. Mais quel est le problème? Pourquoi jusqu'à présent, on n'arrive pas à combler le gap? Je ne me rappelle plus du chiffre, mais l'ONU nous avait donné un chiffre comme quoi s'il fallait combler, vu l'évolution des indicateurs actuels, il faudrait attendre plusieurs centaines d'années pour pouvoir combler le gap en termes de genre. Donc, on a tenu d'abord à identifier ces contraintes-là et on les a regroupées sous ce qu'on appelle le défi des 3 S. C'est de dire, en fait, on se rend compte que les programmes et les politiques qui sont mises en place ont un problème de seuil. Beaucoup d'argent sont investis, mais malheureusement, l'impact en termes d'emploi, en particulier sur les femmes, est souvent très peu. Et ce n'est pas avec cet impact-là que le gap en termes de création d'emplois ou bien le gap de taux de chômage sera comblé. C'est pourquoi on pense qu'il faudrait trouver des solutions qui permettent le passage de ces programmes-là à l'échelle, à un certain seuil. Il y a le défi de soutenabilité, surtout la soutenabilité financière. Parce que beaucoup d'initiatives très intéressantes sont mises en œuvre. Je le disais tout à l'heure, l'État n'a pas les moyens de financer tous ces programmes. Et malheureusement, on se constate que dans un pays comme le Sénégal, par exemple, lorsque, par exemple, les bailleurs de fonds vont venir appuyer un programme, lorsque les fonds qu'ils vont injecter vont finir, malheureusement, souvent, le programme va prendre fin. La soutenabilité financière des programmes est également quelque chose de très intéressant qu'il faut trouver le moyen de combler. La sélectivité, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les offres de formation, les offres de programmes, les investissements qui sont faits répondent réellement aux besoins des cibles? Ce n'est pas parce que dans un programme, on a juste mis, il faudrait pouvoir financer peut-être parmi la cible, il faudrait que 30% soient des femmes, qu'on va injecter l'argent de la même façon à tous les entrepreneurs, hommes comme femmes. Non, parce que les femmes ont des problèmes, ont des contraintes particulières, spécifiques à leur sexe, au fait d'être femmes, qu'il faudrait adresser de façon différente que ceux des hommes. Et c'est de ça qu'on parle en termes de sélectivité. Et dans le cadre de ce projet, comment est-ce que nous appuyons les États? Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que oui, actuellement, nous sommes en Afrique du Nord, mais nous avons reçu énormément de demandes des pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest pour partager cette initiative-là afin de pouvoir mettre en place des initiatives qui vont réellement, en termes de quantité et qualité, promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans nos pays. Alors, on intervient au quotidien autour de 4 piliers, généralement. Dans un premier temps, on fait un diagnostic de la situation. Par exemple, je parlais du profil des entrepreneurs, la capacité entrepreneuriale tout à l'heure. Il serait intéressant de savoir en 2022 ou 2023 combien d'entrepreneurs femmes avons-nous au Sénégal, que ce soit dans le secteur formel ou informel. S'agit-il essentiellement d'entrepreneurs de vocation, d'entrepreneurs de nécessité? Quelles sont les capacités? Quel est le pourcentage, par exemple, qui ont des capacités qui facilitent la réussite, le succès dans l'entrepreneuriat? On a fait une enquête similaire au Maroc, on est en train d'en faire en Tunisie, qui nous permet d'ailleurs de dire en fait, non seulement le pourcentage des entrepreneurs établis, potentiels, mais de pouvoir discerner les capacités intrinsèques de chaque entrepreneur établi ou potentiel et de pouvoir dire, si tel individu, et de pouvoir dire que par exemple au Maroc actuellement, il y a tel pourcentage de femmes que si elles entreprennent, elles vont entreprendre dans une entreprise formelle. Pourtant, il y a tel pourcentage qui malheureusement vont ouvrir des entreprises informelles. Vous voyez que rien que cette analyse-là permet de se dire,
que le type d'accompagnement, que ce soit financier ou technique, qui doit être apporté à ces cibles-là, doit être foncièrement différent. Et peut-être même qu'on pourrait identifier que non, si on investit dans ces femmes, cette catégorie ne pourrait pas réussir dans l'entrepreneuriat. Il faudrait par exemple leur apporter des formations précises pour qu'elles performent mieux dans le salariat. Donc c'est ce diagnostic-là qu'il est important de faire. Ensuite, nous concevons en interne des solutions pour pouvoir répondre à ces problèmes-là. Et je parle de ce projet parce que dans le cadre de notre initiative, nous sommes en train de travailler sur un fonds d'investissement qui permettrait en fait de pouvoir accompagner à échelle et à long terme des très petites entreprises et en particulier les femmes. On appelle cela le fonds d'investissement d'impact pour l'entrepreneuriat et l'emploi. Et ça se ferait, juste pour vous donner une idée et pour que vous sachiez quel type d'innovation on travaille. C'est un fonds en fait qui se ferait dans le cadre de chaînes de valeur. L'idée, parce que malheureusement on le sait, si les très petites entreprises n'ont pas accès au financement, généralement c'est parce que parfois les femmes généralement n'ont pas suffisamment de garanties pour accéder, pour pouvoir avoir un crédit de la banque. On sait que dans beaucoup de nos régions, s'il y a un propriétaire foncier dans une famille, généralement ce sera l'homme. Donc qu'est-ce qu'elles vont mettre en garantie? Il y a véritablement ces problèmes. Donc on pense à ce fonds-là dans le cadre de chaîne de valeur pour se dire, on va plutôt, si on apportait de l'argent à des PME structurantes, mais en s'assurant que ces PME, dans le cadre de leur chaîne de valeur, peut-être prenons la chaîne de valeur lait, vont s'associer avec de très petites entreprises, en l'occurrence les femmes, et parce qu'ils y trouvent un gain, seront ouverts non seulement à financer ces entreprises-là pour avoir facilement les matières premières dont ils ont besoin, mais également même à apporter de l'assistance technique et le renforcement de capacité à ces très petites entreprises-là. On a commencé à faire des enquêtes par rapport à cela et on voit que c'est un mécanisme qui fonctionne et qui pourrait fonctionner. Et bien évidemment, pour finir, ce qu'on fait également, une fois qu'on a ces innovations-là, c'est d'apporter une assistance technique au pays, au gouvernement. Par exemple, si aujourd'hui le Sénégal voudrait faire une enquête du profil entrepreneurial pour identifier toutes ces caractéristiques dont je parlais et qu'on en discute et qu'on reçoit une requête du pays par rapport à cela, on pourrait financer une enquête pareille. On pourrait, le fonds par exemple dont je vous parlais, on pourrait mener les réflexions et identifier l'institution publique en charge de pareilles réflexions et renforcer les capacités de leurs ressources pour pouvoir faire cela. Et bien sûr, nous accordons une importance très importante à cela parce que nous sommes convaincus que ces solutions, la résolution de ces problèmes ne se fera pas seule. Ce n'est pas peut-être le gouvernement du Sénégal lui seul qui va dire « Ok, on va réussir à résoudre le problème de l'entrepreneuriat des femmes ». Ou bien ce n'est pas la Banque africaine de développement seule qui va se dire on va réussir à résoudre ce problème. Ce n'est pas juste les décideurs publics, ce n'est pas juste les académiciens de leur côté. Nous sommes ici, je crois, beaucoup plus des académiciens. Ce n'est pas juste les académiciens, ce n'est pas le secteur privé seul, mais nous pensons qu'il est important de mettre en place un partenariat continu et étroit pour pouvoir non seulement collaborer, mutualiser les ressources sur le plan technique, c'est-à-dire les réflexions, les innovations et tout, mais également sur le plan financier afin de pouvoir résoudre ce problème-là. Donc voilà ce que je tenais à présenter et à partager avec vous et je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais d'abord parler de la problématique d'abord de l'accès aux femmes à la formation professionnelle, des chiffres actuels, où est-ce qu'on en est en termes de statistiques par rapport à ces femmes, les défis que nous avons et bien sûr quelques recommandations et solutions que
le 3FPT et la plupart des structures d'appui à l'entrepreneuriat féminin ont mis en place pour accompagner ces femmes. Donc l'accès des femmes à la formation professionnelle, c'est un enjeu majeur en termes d'égalité des chances, en termes de développement économique. Comme l'a dit tout de suite ma collègue, c'est aujourd'hui le secteur informel représente 94% de notre économie et les femmes ont une grande, je peux dire le pourcentage des femmes tourne autour de 70%, qui sont très représentatifs dans ce secteur informel. Donc, qui parle d'informel, il parle d'organisation, parle de mise en œuvre, parle de pérennisation, je peux dire, de ces activités. Cependant, de nombreux obstacles pour empêcher les femmes à recevoir une formation professionnelle adéquate, notamment la stéréotype genre, les responsabilités familiales, la discrimination en matière d'emploi. Donc le manque d'accès à la formation professionnelle peut entraver la capacité des femmes à trouver des emplois rémunérés, décents et à participer pleinement à la vie. Alors c'est vrai que sa présentation, c'est plus axé entrepreneuriat féminin. À mon niveau, il y a l'entrepreneuriat féminin, mais aussi toutes les femmes ne peuvent pas être des entrepreneurs, comme elle l'a dit. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner à travers la formation professionnelle. Au niveau du 3FPT, on les appelle prêts à l'emploi, c'est-à-dire des jeunes filles à travers des formations très spécifiques, que ce soit de la formation professionnelle ou de la formation classique, à trouver de l'emploi salarial. Donc, il n'est pas dit que toute femme est forcément entrepreneur. Donc, ces femmes peuvent être sous-représentées dans certaines industries et métiers, ce qui peut les priver de nombreuses opportunités de carrière. Il y a certains secteurs, Madame l'a dit, où on constate un faible taux de représentativité des femmes du fait du métier. Donc, par conséquent, les rémunérations sont plus ou moins faibles. Il est donc crucial de s'assurer que les femmes aient un accès à la formation professionnelle de qualité qui leur permettra de développer leurs compétences, que ce soit managériales ou leurs compétences techniques, et de prendre place pleinement à l'économie. Donc, au niveau du 3FPT, nous investissons de plus en plus dans des filières à majorité femmes. Et pour rappel, au niveau du 3FPT, en fait, nous avons, le 3FPT est organisé en guichet, comme une banque de financement de la formation professionnelle. Donc, nous avons les guichets des individus, c'est-à-dire dédiés aux jeunes, que ce soit femmes et hommes de moins de 40 ans, pour pouvoir accompagner ces jeunes dans leur métier qu'ils souhaiteraient, ou bien à travers des différents produits, que ce soit des bourses de formation pour ces femmes, que ce soit ce qu'on appelle des certificats professionnels de spécialité. Les différents métiers ont été développés par le secteur de la formation professionnelle et ces métiers sont le plus souvent dédiés aux hommes. Si on parle de maçonnerie, si on parle des BTP, etc. Et de plus en plus, les femmes sont intéressées par ces métiers. Et au niveau du 3FPT, pour cette couche qu'on dit, entre parenthèses, vulnérable, nous les accompagnons même. Oui, ok. Nous les accompagnons à un taux beaucoup plus élevé que les hommes. On peut prendre en charge pour les hommes peut-être à taux de 90% le coût de formation ou des bourses de formation. Et pour les femmes, pour certaines couches de vulnérabilité ou bien certaines couches de métiers où il y a un faible taux de représentation des femmes, on les prend à hauteur de 100%. De manière globale, on peut dire ces 5 dernières années, au niveau si je prends le 3FPT et les dispositifs d'appui à la création d'entreprises que l'État a mis en place, les femmes représentent plus ou moins 44%
d'intervention, je peux dire, de l'État. Si je prends le 3FPT, sur 2016-2023, on a pu accompagner 156 000 femmes, 157 000 femmes, à travers la formation professionnelle technique et à travers l'autonomisation. Quand je parle d'autonomisation, c'est-à-dire nous recevons des femmes qui ont des activités génératrices de revenus et qui le font pour subvenir, je peux dire, à leurs besoins. Et le rôle d'un des guichets du 3FPT, c'est de pérenniser et d'appuyer les entreprises et ces organisations féminines à maintenir et consolider les emplois à travers leurs activités. Et s'il s'agit d'organisations féminines, à les formaliser, à les aider à accompagner, je peux dire, à grandir, à travers, bien sûr, le renforcement des capitals humains. Je vais revenir là-dessus sur ce programme d'autonomisation. Donc, concernant l'auto-emploi des jeunes, donc sur ces dernières années, on est autour de 50 000 jeunes filles qu'on a pu accompagner, en tout cas moins de 40 ans, qu'on a pu accompagner dans des filières très prisées, je peux dire, où il y a une forte représentation des hommes, pour justement changer un peu la tendance. Donc, ces chiffres nous permettent d'avoir une visibilité sur les différents défis. Je peux dire que l'État du Sénégal a, à travers cette problématique, donc il y a une forte demande de financement de la formation aujourd'hui de ces jeunes. Et ces jeunes femmes ou ces dames qui exercent des activités, je peux dire, génératrices de revenus, le plus souvent, après la formation, ils nous sollicitent pour des financements post-formation. Parce que parmi ces jeunes, il y a ceux qui sont dédiés à l'emploi salarial, d'autres qui veulent aller vers l'entrepreneuriat. Donc, pour ceux qui veulent aller vers l'entrepreneuriat, il faut un accompagnement de ce dispositif. Nous avons différentes structures, que ce soit la DPME, que ce soit la DRFJ. Au niveau du ministère de la Femme, il y a pas mal de services et de fonds même dédiés aux femmes, comme le Fonds Crédit Femmes, pour accompagner ces jeunes dans tout ce qui est élaboration de business plan, tout ce qui est accompagnement financier. Comme on a tendance à dire, le 3FPT, c'est la banque de financement de la formation. Nous n'avons pas pour mission de financer sur l'investissement, à part lorsqu'il s'agit des établissements de formation professionnelle technique. Parce que c'est le troisième guichet du 3FPT, parce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles filières qui sont en train de se développer et il faudrait aussi rehausser le plateau technique des établissements de formation professionnelle et technique au Sénégal. Et à travers cela, nous avons ce guichet qui est dédié au financement des établissements, qui finance les plans stratégiques de développement des différents établissements. S'il y a de nouvelles formations, qui financent l'écriture de ces programmes de formation et qui renforcent les formateurs, c'est-à-dire la formation des formateurs, pour que ce plateau technique soit de qualité, pour accueillir justement les jeunes avec ces nouveaux filières. Et c'est dédié à l'ensemble des... En fait, la cible, c'est l'ensemble des établissements de formation professionnelle technique publique. Parce que ça a été mis en place par l'État du Sénégal. L'objectif, c'est vraiment de rehausser ce plateau. Et par rapport à ça, nous avons eu des projets d'investissement qu'on a fait dans différents établissements, adaptés aussi par rapport à cette cible femme. Parce que le plus souvent, les constructions, on oublie souvent les femmes. Dans les constructions, on oublie les couches vulnérables en termes d'handicap, etc. Donc, il y a pas mal d'établissements de formation qui sollicitent aujourd'hui le 3FPT pour accompagner en fait, et rehausser ces différents plateaux techniques. Et le deuxième point, toujours en termes de défis, en dehors du poste des financements post-formation, à travers le projet entrepreneurial des jeunes, nous avons l'autonomisation des femmes.
ces femmes qui exercent des activités génératrices de revenus, après les formations, nous sollicitent des financements en termes d'investissement par rapport à la mise en place de leur unité de production, ce qui est normal, parce qu'elles souhaiteraient développer leur activité. Alors, au 3FPT, nous avons développé un programme d'autonomisation des femmes où le 3FPT forme les autres structures du dispositif d'appui. Merci beaucoup. Les autres structures du dispositif d'appui, chacun joue son rôle. Donc, le 3FPT, à travers ce parcours, il forme les femmes sur tout ce qui est aspect technique par rapport à leur métier. C'est-à-dire, s'il s'agit de transformation de produits locaux, par exemple, tout ce qui est formation sur la transformation, sur la normalisation du produit, afin que le produit soit normé, sur l'emballage, sur comment avoir des autorisations qui leur permettent de pouvoir écouler ces produits, c'est-à-dire sortir de cet aspect informel et aller vers, je peux dire, le développement de leur activité. À côté de ces formations techniques, on leur offre des formations managériales. C'est-à-dire, oui, elles ont le savoir-faire, le métier. Maintenant, par rapport à ce savoir-faire, comment faire pour maintenir l'activité? Parce qu'il est bon de démarrer, mais il faut pouvoir maintenir l'activité afin que l'activité puisse être pérenne. Donc, c'est des organisations de masterclass, des formations sur tout ce qui est éducation financière, comptabilité, etc. Et aussi, il y a cette problématique d'accès au marché public. Donc, on les forme à pouvoir elles-mêmes solliciter ces marchés publics pour pouvoir accéder à ces marchés publics. Bon, qui forme pour la bonne qualité du produit et pour le management, je peux dire, la stabilité, je peux dire, à l'organisation qui est l'entreprise. Il faudrait l'aider aussi à comment commercialiser le produit et comment promouvoir le produit. C'est vrai que le 3FPT est très sollicité dans les différentes activités de promotion des produits. Donc, à la place que le 3FPT, en tant que quantité, aille vers, par exemple, lors des foires internationales ou locales, au niveau national, préfère prendre justement ces groupements de femmes qui ont développé des produits, les amener à ces différents événements afin que ces femmes puissent faire, je peux dire, la promotion de leurs produits. En ce qui concerne l'investissement, le 3FPT est en collaboration avec l'ensemble du dispositif d'appui. Quand il s'agit d'accompagnement, de coaching, nous travaillons avec l'ADPME qui puisse les accompagner tout au long du développement de leur activité. Par rapport à l'investissement, le financement, nous travaillons avec la DFFJ. Donc ces femmes qui sont formées sont reversées. Et actuellement, nous sommes en train de travailler justement sur un guichet unique, de telle sorte qu'on puisse faire rationaliser déjà l'intervention de l'État et aussi qu'on puisse faire un suivi en fait, de l'évolution en fait, de ces entreprises, particulièrement de ces femmes qu'on souhaiterait accompagner. Il en est de même aussi avec les ministères de l'État, tels que le ministère de la Femme, où au sein du ministère, nous avons un fonds Crédit Femmes qui accompagne en termes d'outillage, en termes de mise en œuvre des unités de production, etc. pour ces femmes. À côté, nous avons la Banque de développement, la BNDE, qui peut accompagner en termes de financement. En fait, nous avons pas mal de kits, je peux dire, de fonds d'amorçage qui permettent aux femmes, à l'issue de ces formations, de pouvoir bénéficier en fait, des différents avantages que l'État a mis en place pour ces femmes. Et comme recommandation qu'on a, et nous avons aussi ce challenge au niveau de l'ensemble du dispositif d'appui, c'est déjà de renforcer l'accompagnement à l'emploi, à l'entrepreneuriat par la mise en place des différents parcours qui sont innovants avec l'ensemble du dispositif existant. Donc, il s'agit plus de parcours se former, se formaliser
parce qu'il y a ce volet aussi qu'il faut prendre en compte, parce que exercer une activité, c'est bien, mais pour pouvoir la pérenniser, il faut d'abord se formaliser. Pour la plupart, le plus souvent, ça je tire chapeau aux femmes, on leur dit informelles, mais du point de vue juridique, elles ne sont pas. C'est-à-dire, elles ont souvent tout ce qui est registre de commerce, MINEA, etc. Ou bien elles sont organisées en GIE, elles ont des papiers, et en leur sein aussi, elles sont organisées à leur manière, soit des calabasses, des tontines, etc. Sauf que c'est représenté nulle part du point de vue comptable. Et c'est ce qui fait qu'on leur dit informel. Donc dans le coaching justement de ces femmes, l'idée c'est aujourd'hui de moderniser, je peux dire, cette organisation, parce qu'elles se retrouvent dans leur organisation en termes elles se font même des crédits entre elles pour pouvoir développer leur business. Sauf que c'est à titre individuel et si on prend le plan économique, ça n'a pas trop d'impact au niveau de notre PIB ni au niveau de notre économie, d'où justement la mise en place de ces structures d'appui pour les sortir un peu de ce stade entre guillemets informel et aller vers la formalisation. Donc c'est plus du management organisationnel, de la gestion organisationnelle que ces femmes ont besoin que de les formaliser en tant que telles. Parce que quand on parle de formalisation, on a tendance à penser les papiers juridiques, création d'entreprise, tout ce qui est existence légale, je peux dire. Et le plus souvent, elles l'ont, ces femmes. En fait, le constat que j'ai, et avec l'expérience que j'ai dans l'accompagnement des femmes, elles ont tous ces papiers, mais elles ne s'en servent pas. Par conséquent, elles ne sont même pas outillées et informées sur les avantages que ce papier peut leur apporter. Si je prends par exemple 15% du marché des femmes, du marché de l'État, sont dédiés à ces petites et moyennes entreprises et ces très petites entreprises. Et elles n'ont pas forcément l'information. Donc le rôle aussi de ces structures d'appui qui existent et de l'État, c'est aussi de sensibiliser ces femmes, de les informer sur les différents avantages et les différentes solutions que l'État a mis en place à travers ces femmes. Maintenant, si on remonte un peu, parce que certes, il y a cette cible qui est très représentative de femmes à travers des TPE, des très petites entreprises, des micro-entreprises, je peux dire, il y a des structures qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins grandi, je peux dire, les petites et moyennes entreprises qui sont dirigées par les femmes et qui ont besoin aussi d'accompagnement et de suivi et de développement à l'export. Et ça aussi, l'État a mis en place des structures comme la CEPES. Il y a un volet export qui se trouve au niveau de la DPME pour justement accompagner cette cible féminine vers des investissements beaucoup plus élevés afin de les mettre en place. De manière, je peux dire, globale, il y a un existant que l'État a mis en place pour accompagner ces femmes, surtout par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au développement des femmes. Maintenant, charge à nous, à travers ces séances de sensibilisation, de les informer, qu'elles sachent où aller, parce que le plus souvent, elles n'ont pas l'information, elles ne savent pas où aller pour pérenniser leur activité. Donc, c'était les points que je voulais partager avec vous, d'attention, afin qu'on soit mieux sensibilisés. Voilà. Merci beaucoup. Pour terminer, je tiens à remercier nos invités. Ils ont, ou elles, malgré leur calendrier très chargé, tenu à nous honorer en répondant présent à notre journée symbolique. Je remercie également le comité d'organisation pour cette magnifique cérémonie. À nos braves retraités, je vous félicite et vous magnifie pour vos bons et loyaux services. Vous avez tous les deux, je cite Issa Samb et Fatou Soragnan, pendant près de 30 ans
donner de vos ressources à notre cher établissement. Cet événement est une opportunité pour vous remercier pour votre œuvre qui a contribué à construire nos succès professionnels, mais également à consolider la famille N7 dont nous nous vantons. Soyez rassurés que l'N7 gardera en vous le souvenir d'une vie professionnelle bien remplie et votre exemple servira aux futures générations et aux générations actuelles.